savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. On fait le tour des unes de presse avec Cybèle Olivier. Bonjour Cybèle. Bonjour Alexandre. Oui, en une du Journal de Montréal ce matin, le titre « La locataire a tout saccagé ». C'est un texte d'Olivier Fauché qui nous raconte le cauchemar d'un propriétaire. On est maintenant le 3 juillet, ça fait 2 jours que la majorité des Québécois, ou plusieurs Québécois, en fait, ont déménagé. Alors, elle nous raconte l'histoire de Jacques Bégin qui a retrouvé un de ses logements dans un état lamentable. Puis c'est ce que vous voyez présentement à l'écran. Olivier s'est déplacé dans le logement. Alors, la locataire, avant de partir, a laissé des belles surprises. Trous dans les murs, des vitres, des miroirs fracassés, des portes défoncées, mais pas juste ça. Elle a aussi saccagé des systèmes de chauffage. Elle a laissé des déchets partout. Il y a une pièce au complet où la peinture est à refaire dans l'appartement. Et, cerise sur le gâteau, elle a fait un beau graffiti inscrit « Fuck you » que vous voyez présentement sur le mur. Alors, Monsieur Bégin, lui, est consterné. Il estime que les dommages peuvent être entre 15 et 20 000 $ à réparer et il a décidé de porter plainte au service de police de Montréal contre cette locataire-là qui était enragée. Parce qu'en fait, ça fait 2 fois que M. Bégin est allé en cours contre elle. Il y a eu 2 gains de cause pour des décisions au tribunal administratif du logement. Et là, finalement, il lui avait demandé à cette locataire-là, elle devait être expulsée. Finalement, elle a réussi à faire garder ça un peu plus longtemps, puis à pouvoir rester dans son logement. Puis finalement, elle était fâchée. Donc, elle se serait vengée avant de partir. Ben ça fait partie des articles cycliques. Hein? C'est comme ça que je vais appeler ça. Oui. Toutes les années. En même titre que quand il y a eu la première canicule, il y a eu une pénurie de climatisateurs. Surprise! Ça arrive à toutes les années, mais c'est pas moins intéressant. Puis des textes comme celui d'Olivier Fauché, c'est nécessaire parce que on parle beaucoup des problèmes que les locataires ont et avec raison. Là. Je veux dire, les locataires, là, proportionnellement, mettons, là, dans les problèmes là, qu'il peut y avoir, je m'excuse, mais c'est plus du côté des locataires. La vie d'un locataire, c'est difficile, s'il vous plaît, en ce moment, que ce soit à Montréal, que ce soit dans d'autres régions du Québec, des loyers qui augmentent en débile, il n'y a plus d'options, il n'y a plus de logement, il n'y a pas d'offres, tu te fais mettre dehors de chez vous, ton nouveau loyer, là, peut-être que tu t'accrochais là, comme une bouée de sauvetage à ton logement, c'est souvent ce que tu es obligé de faire, parce que c'est là depuis 2, 3, 4 ans, mais si tu vas ailleurs, ton loyer va avoir explosé de comme 600$. Ouais, vraiment. C'est vraiment quelque chose, là, Mm-hmm. honnêtement, de vivre dans ce Far West-là, en ce moment, des locataires. Donc, j'ai de la pitié, règle générale, pour les autres locataires. J'ai de l'empathie pour ces problèmes-là qu'on peut avoir. Mais j'ai de l'empathie aussi pour les propriétaires dans certains cas. Puis ça, c'est un cas de figure qui rappelle que c'est pas tous les propriétaires qui sont des méchants capitalistes qui veulent te sacrer à la rue pour augmenter ton loyer. Il y en a qui font juste leur emploi, hein? C'est-à-dire quand tu es propriétaire, tu perçois le loyer, tu entretiens tes bâtiments. C'est ce que monsieur, dans l'article, voulait faire, monsieur Bégin. Mais là, à chaque fois, t'as des méchants cochons du monde tout croche, dégueulasse, qui vont faire des actes comme ça, puis je comprends pas dans quelle optique vous allez faire ça. Je sais pas qu'est-ce que vous espérez qu'il se passe en faisant ça. Si tu me permets d'ajouter, un des points qui est mentionné dans l'article, c'est que M. Bégin dit « j'aurais peut-être dû lui demander un dépôt ». Donc, à ce moment-là, je retiens un dépôt, et après ça, si la personne elle aurait peut-être pas fait ça finalement. Mais est-ce que ça va pas créer un précédent où maintenant les propriétaires vont toujours vouloir demander des dépôts? Mais tu sais, un dépôt, ça reste que c'est de l'argent que tu peux pas utiliser à ce moment-ci. C'est pas tout le monde. Il y a beaucoup de personnes qui vivent de paye en paye. Donc là, de savoir qu'ils devraient peut-être déposer 1000, 2000, 3000 $ qu'ils vont avoir, oui, mais quand? Ça pourrait créer un précédent qui pourrait être extrêmement nocif pour des personnes précaires. Donc, je pense que des situations comme ça, encore une fois, pour des cas qui sont peut-être pas uniques, mais qui sont pas la majorité, ben là, ça pourrait être problématique pour les suivants. Oui, absolument. Si vous décidez de jouer au gros cochon de même puis à faire des trucs dégueulasses, ben sachez que vous n'allez pas la cause des locataires. Vous vous nuisez. Donc, pensez-y à 2 fois avant de vouloir faire chier absolument un propriétaire. Utilisez les moyens légaux, passez par le tribunal administratif du logement, appelez les médias. Vous avez un propriétaire qui fait n'importe quoi, qui essaie de vous mettre à la rue, qui vous met des pressions, qui vous coupe l'eau, qui vous coupe le chauffage. Appelez-nous ici à Cube, dans les autres médias, 1-877-827-2346. Solution beaucoup plus efficace, puis je vous le dis, là, beaucoup plus raisonnable que de vous mettre à cochonner des pièces dans votre appartement. Sincèrement, je pense que la solution est facile. Tout savoir en 24 minutes. Une nouvelle fête pour toi, Alexandre. C'est vrai? Oui.
Tout à fait. Alors, ça a circulé pas mal mardi sur les réseaux sociaux. Est-ce que la femme de Volodymyr Zelensky s'est acheté une Bugatti? Donc, vous avez peut-être vu passer un document qui serait une facture qui prouve cet achat-là d'une Bugatti. Ce que vous voyez présentement, moi, je l'ai pas mal vu sur X bouger. Et là, ce qu'on voit juste un peu plus bas, c'est le prix de la Bugatti que Olena Zelenska aurait payé pour avoir ce formidable voiture parmi les 10 plus chères au monde, ou en tout cas dans les plus chères au monde. Alors, à peu près, on parle d'environ 6 millions canadiens, ce serait l'équivalent. Et là, en même temps que ce document-là a circulé, on a vu aussi une vidéo d'un supposé représentant de Bugatti Paris, qui s'appelle Jacques Bertin, qui lui dit dans la vidéo, la toute première propriétaire de la Bugatti Tourbillon est l'épouse du président Volodymyr Zelensky. La vidéo était sous-titrée dans plusieurs langues, mais elle est originalement en français parce qu'on aurait... Bon, en fait, l'idée, c'était d'aller séduire peut-être le public français, puis on va y revenir, mais avant ça, j'ai un extrait de la vidéo qui a circulé également. Je suis heureux de vous annoncer que la première propriétaire de la voiture Bugatti Tourbillon sera l'épouse du président ukrainien, Olena Zelenska. Bon, je sais pas si vous voyez quelque chose de bizarre dans ses yeux, hein? Mais encore là, tu dis, ben oui, parce que toi, t'as l'œil pour ces choses-là. Et nous, on est habitués de voir ça. Oui, c'est ça, vous, experts Moranville, laissez-nous une chance. Mais on le voit tout le monde. C'est un peu, ça se voit qu'il y a des trucs bizarres, mais ça reste que c'est la vidéo qui a circulé et il y a énormément de personnes qui pensent que c'est vrai. Alors, je vous le dis, l'histoire, elle est inventée de toutes pièces. Ce que vous venez de voir est complètement faux. Olena Zelenska ne s'est jamais procurée de Bugatti. Le document est fait de toutes pièces, la vidéo aussi. En fait, c'est un article dans Radio-Canada, puis les décrypteurs disent on n'a pas pu prouver que c'était un deepfake encore. Il y a d'autres sites qui disent que c'en est un. Ça a l'air d'un, mais bon, on va attendre de voir exactement ce qui est dit. Mais ça viendra en fait d'un site de fausses nouvelles russes. Un site de propagande, puis il aurait fait ça en français pour aller séduire l'électorat. Puis ça a été partagé en 24 heures, là, au-dessus de 20 millions de fois. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont vu ça. Puis potentiellement, pas tout le monde a pu se dire, hey, d'après moi, c'est faux. Parce que moi, quand j'ai vu circuler ça, c'était regarder qu'est-ce qu'ils font avec l'argent qu'on leur envoie pour se défendre à la guerre. Ben oui, c'est exactement ça l'intention. Je veux dire, plus particulièrement la France qui appuie beaucoup le peuple ukrainien depuis le début dans sa lutte. Je rappelle, l'Ukraine se fait envahir par une force hostile étrangère. Là. Il n'y a pas d'autres complots autour de ça. C'est une invasion. Là. C'est un conflit militaire armé. Puis tout l'argent qu'on envoie, il y a des plaintes qui sortent de partout. Il y a des gens, aux États-Unis, je veux dire, tout le MAGA, les gens de Donald Trump, dans le Parti républicain, veulent absolument qu'on coupe tout le financement à l'Ukraine. Je veux dire, en tout cas, on y reviendra là, sur les implications politiques de tout ça, mais disent que c'est trop d'argent. Alors après ça, d'aller faire comme ça une vidéo en disant « Regardez, vous donnez des milliards, mais la femme du président se paye une Bugatti. » Vous voulez qu'elle roule où avec sa belle Bugatti, une des 10 plus chères du monde, sur les routes de l'Ukraine qui sont bombardées de bout en bout? Sur les endroits où il y a des trous d'obus partout, elle va rouler là-dedans avec sa Bugatti. À base, c'est farfelu. Puis le fait qu'il y ait des gens qui repartagent ça sans aller même vérifier la provenance, la source de tout ça, ben c'est aberrant, mais c'est pas nouveau. Hein? C'est quelque chose qui revient constamment sur les réseaux sociaux. Puis je veux dire, pour ces gens qui créent de la désinformation en Russie, c'est tellement avantageux qu'il y ait des gens, des millions de personnes qui voient ces niaiseries-là puis qui se disent « Waouh, elle se paye des autos de luxe! » Mais c'est pas vrai du tout. Je veux dire, réfléchissez 2 minutes. Quand il y a quelque chose qui essaie de discréditer là, très, très fortement, quelque chose qui a rapport à un ennemi ou un adversaire de la Russie, ou de la Chine, ou de la Corée du Nord. 3 pays qui utilisent des pirates informatiques et de la désinformation en malade. Je veux dire, ils financent des centres entiers de hackers, de gens qui sont spécialisés dans de la désinformation, qui utilisent l'intelligence artificielle là, pour être capables d'aller mettre de la désinformation partout. Quand c'est un de ces États-là qui soudainement apparaît comme le gentil, puis que leurs adversaires sont soudainement très méchants, puis c'est quelque chose d'un peu farfelu comme ça, posez-vous des questions 2 minutes. Je veux dire, c'est une stratégie étatique de ces pays-là d'amener de la désinformation jusqu'en Occident. Ça cause préjudice aussi, par exemple, à Bugatti eux-mêmes, qui se sont dit, premièrement, ce monsieur-là, on l'a jamais vu de notre vie, il n'existe pas, on sait pas c'est qui. Ils se sont sentis obligés de publier un communiqué pour dire, ça n'a rien à voir là-dedans. Ils ont soulevé justement toutes les erreurs qu'on voit dans la facture. Ils disent, une facture ne ressemble pas à ça, ça manque ça, ça manque ça, ça manque ça. Et nous, on n'aurait jamais permis l'édition de ce document-là, donc eux-mêmes ont dû se rétracter. Mais par rapport à ce que tu dis, Alexandre, ça reste dans la tête.
Ça nous reste dans la tête ce genre d'informations-là, même si après ça, c'est démenti, même si après ça, on a des discussions autour. Il y a des fois où des idées comme celle-ci nous restent en tête et on reste avec l'impression que c'est arrivé pour vrai et que c'était une réalité. Puis à travers un débat ou une discussion, on peut ressortir ça comme un argument parce que peut-être que c'est resté imprégné en nous parce que c'est venu chercher des émotions à ce moment-là. Puis c'est un des grands dangers de ces vidéos-là puis de ces fausses informations-là qui circulent. T'as raison. Il y a de la désinfo qui reste, des fausses nouvelles qui restent quasiment pour toujours. Des fois, là, celle-là, j'espère que vous ne ferez pas cette erreur. Là. Je veux dire, c'est complètement faux, puis on le dément comme quasiment le lendemain où ça s'est répandu. Tu sais quoi pour moi, Cybèle? La désinformation, l'élément de désinformation au Québec qui circule encore le plus, que j'entends le plus, puis qui est complètement banal, mais, et qui est complètement faux, pourtant. Quoi? Te souviens-tu dans les écoles, il y a un bout, quand toi et moi, on était jeunes, où soudainement, il y a des profs qui parlaient de ça en disant « des chevals », ça se dit, au lieu de « des chevaux ». Oui, Je sais pas si tu te souviens de ça. Oui. Mais ça, c'était complètement faux. Mais ça s'est répandu dans les écoles. Les enseignants se sont mis à reprendre ça en disant ouais, l'Académie de la langue française ont décidé qu'on pouvait dire des chevals maintenant. C'est correct aussi. Non, je vous le dis tout de suite, non, ça n'a jamais été vrai. La première fausse nouvelle dans les écoles primaires. Mais il y a du encore Québec. des gens qui disent ça aujourd'hui, qui disent c'est correct, dire des chevals, ça a été autorisé, maintenant je l'ai entendu. C'est drôle, hein, mais ça, je le réentends constamment. Puis à chaque fois, je suis obligé de reprendre quelqu'un en disant c'est pas vrai. Non. Tout ça, c'est plus petit, c'est beaucoup moins dommageable, mais quand même, ça démontre que, comme tu le dis, fausse nouvelle, ça peut rester dans la tête bien longtemps. Tout savoir en 24 minutes. Du côté du Devoir, c'est Isabelle Porter qui nous écrit dans la une qu'il y a une hausse de 14 % des appels au 811 en 5 ans. Donc, les gens appellent énormément à ces services de détresse et d'infos sociales. Les gens ont besoin de se confier, ont besoin d'avoir un psychologue, avoir une personne au bout du fil qui peut les aider à gérer cette anxiété-là. Je m'éterniserai pas là-dessus. Vous irez lire, avoir plus de statistiques puis rentrer vraiment dans les détails sur ce qui pousse les gens à aller se questionner puis appeler ces gens-là, mais ça reste toujours une ligne au bout du fil, le 811, qui peut vous aider, qui peut vous peut-être sortir d'une détresse psychologique quelconque au moment où vous n'avez pas accès à un médecin, pas accès à des proches autour de vous. Puis les ministères disent, eux, oui, la statistique est grande, mais c'est une bonne nouvelle de voir que les gens appellent et les gens ont besoin de se confier. Si vous étiez avec nous hier, on en a discuté un peu, l'importance de dire quand ça va mal ou plutôt le problème quand on le dit pas. Alors aujourd'hui, c'est quand même une bonne nouvelle que nous apprend le Devoir en une. Ouais, une excellente nouvelle, là, d'être capable de parler de ses problèmes, d'aller chercher des ressources. Tu sais, c'est toujours la première étape, là, surtout quand on parle, mettons, d'addiction et autres, mais c'est vrai dans tous les cas là, de mal-être psychologique qu'on peut avoir. La première étape, c'est de reconnaître qu'il y a un problème. C'est de reconnaître que, hey, je suis humain, ça ne va plus, j'ai besoin de ressources qui sont extérieures à moi-même, je peux pas le faire tout seul. C'est correct. C'est tellement fort d'être capable de reconnaître ses propres faiblesses, de les avouer, puis ensuite d'aller surtout se chercher de l'aide. Il y a des moyens qui existent, malheureusement qui ne sont pas assez accessibles, oserais-je dire. Consultant en psychologie, c'est un privilège pour les gens qui sont fortunés. C'est plate, là, ce que je veux dire. Si tu n'as pas d'assurance qui paye tes rendez-vous de psychologue là, à 120$ et plus encore de la séance pris pour là, pour une heure. Des mois, des années parfois. Non seulement tu es pris pour attendre des mois et des années, mais en plus, ces services-là sont chers. Puis ça, c'est un problème. C'est un grave problème qu'on a comme société, mais bon, on peut pas faire grand-chose là-dessus pour l'instant. Mais c'est quand même intéressant de savoir qu'un service qui est créé comme ça du 811 reçoit de plus en plus d'appels. Est-ce que ça traduit une détresse plus importante dans la société? Peut-être. Mais d'un autre côté, ça veut dire qu'il y a plus de gens qui sont disponibles, qui veulent en parler, disponibles émotionnellement, veux-je dire. Donc, c'est intéressant comme nouvelle, vraiment. Ouais. Tout savoir en 24 minutes. Alors, je veux revenir sur l'état de santé de Joe Biden, qui est maintenant remis en question, mais par des grandes personnalités qui questionnent maintenant son état de santé. Je sais que Joe Biden va s'exprimer à ce sujet-là vendredi. Est-ce qu'il va pas essayer de prouver qu'il n'est pas en train d'avoir peut-être une certaine perte cognitive? On parle entre autres de Nancy Pelosi qui s'est prononcée sur le sujet, qui a dit, je pense qu'il est légitime de se demander s'il s'agit d'un simple épisode ou d'un état. Alors, quand on est rendu à se demander si le président des États-Unis a les capacités cognitives pour diriger une des plus grandes puissances militaires ou la plus grande puissance militaire du monde, c'est des grandes questions à se poser. Et tout de suite après le débat, ça a été énormément remis en question. Sa crédibilité même est minée. Les membres de son propre parti disent, en gros,
qu'est-ce qu'il est allé faire là? On a l'impression que c'est tiré dans le pied absolument. Qu'est-ce qu'on vient de voir là? Alors, voici où on en est. Ouais, parce que c'est à l'insistance des démocrates qu'on a tenu un débat. Là. Je veux dire, ils ont tenu à aller faire ça. Là. Ils se sont lancés dans un gouffre en disant « Ah ouais, ça va bien se passer », puis c'était l'horreur. Puis c'est non seulement là, tellement important, mais tellement noble, je trouve, de la part des autres démocrates de dire « OK, il y a un problème, on va le nommer. » On parlait de nommer des problèmes puis d'avouer des faiblesses. On va le nommer puis on veut s'interroger légitimement là-dessus. Là. Nancy Pelosi, c'est un poids lourd dans le Parti démocrate. Puis c'est une femme qui est proche de l'âge de Biden aussi. Là. C'est une femme d'un certain âge, elle est là depuis longtemps, Mme Pelosi, puis le fait qu'elle aussi s'interroge là-dessus, ben, je trouve ça des plus importants. Parce que de faire comme si de rien n'était, comme l'entourage de Joe Biden, là, la garde rapprochée, là, c'est pire. Ben, ils font juste nier. Je veux dire, c'est comme ouais, puis là, Joe Biden, finalement, il a fini par dire hier mais c'est parce que j'étais en Europe avant, puis j'étais bien fatigué, puis je reviens. Mais c'est quoi? Je le crois qu'il était bien fatigué en venant d'Europe. Parce qu'un homme de son âge qui fait un long voyage comme ça va être brûlé mort pendant 2 semaines. Puis c'est normal. Il fait son âge. Mais est-ce qu'à cet âge-là, t'es censé diriger un pays pour faire un des emplois les plus stressants, difficiles et exigeants physiquement et mentalement sur la planète? Non. Il y a personne de cet âge-là qui devrait faire ça. Je m'excuse, je fais de l'âgisme, là. Mais comme à cet âge-là, t'es censé, là, 80 passés, dire « Hey, fallait que ce soit des plus jeunes qui aillent faire ça. » Moi, je pense que je suis mieux. Tu peux rester conseiller. Tu peux être quelqu'un qui est proche, qui va aller parler au prochain président, qui va donner des conseils. Tu as servi pendant 4 ans, tu as réussi à le faire. C'est beau. Va-t'en. Laisse la place à quelqu'un d'autre. Moi, c'est ça le truc. Je pense même pas que Joe Biden a nécessairement un déclin cognitif ou qu'il est en train de devenir complètement sénile. Mais il est vidé. À son âge, t'es supposé être en train de boire ton pina colada sur une plage, pas en train de diriger les États-Unis. Puis un des points, moi, qui me marque, c'est que après le débat, avec tous les extraits qu'on voit circuler, on voit à répétition une comparaison entre Joe Biden 2019 et Joe Biden 2024. On le voit parler avec une aisance, une clarté dans ses propos, un aplomb, juxtaposé à lui au débat, où là, on ne fait que constater qu'il y a une énorme différence. Donc, oui, peut-être que c'est pas un déclin comme on le pense, mais est-ce qu'il va le faire, le test? Parce que là, je sais pas s'il y en a pas où je sais plus s'il refuse de dévoiler les résultats ou s'il l'a pas fait. Il dévoile tout. Il dévoile tous ses tests de santé. Joe Biden dévoile tous ses tests de santé. La Maison-Blanche le fait. Ça, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Puis les médecins disent toujours « Oh, oui, il est en bonne santé, il est correct ». Il disait la même chose de Donald Trump. Là. C'est en disant « Oh, oui, bon bilan de santé, il est correct ». OK, bon bilan de santé, il est correct. Il est pas en train de mourir. Juste vieux. Mais il est vieux, c'est juste ça. Ouais. Moi, c'est vraiment ça mon point depuis le début. Joe Biden est juste vieux. Il est pas mauvais, c'est pas un enfoiré, c'est pas un danger pour la démocratie comme Donald Trump. Puis pour ceux qui disent, ben là, t'exagères en disant tout le temps que c'est un danger pour la démocratie, le gars dit lui-même qu'il veut saboter les institutions démocratiques. Là, maintenant, on peut peut-être l'écouter, lui. Hein? Bref, c'est assez inquiétant pour les démocrates. Je suis content qu'enfin on décide, mais de s'interroger du côté des démocrates, parce que c'est indécent de faire comme si rien se passait. C'est indécent de faire comme si de rien n'était. Puis là, à un moment où, justement, les États-Unis sont à la croisée des chemins, ça pourrait avoir des répercussions importantes, là, non seulement sur leur propre pays, mais le problème, c'est quand les États-Unis éternuent, le reste du monde tombe malade. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand une grande puissance comme ça, un empire, hein, on n'utilise plus ce terme-là, mais c'est l'empire américain. Si, quelque part, là, la personne qui dirige tout ça a des problèmes, le reste du monde va avoir des problèmes. Puis en ce moment, si les démocrates font pas un mouvement rapidement, soit pour rassurer, soit pour trouver quelqu'un d'autre, j'ai aucune idée, sincèrement, où c'est qu'ils s'en vont avec ça. Bien, surtout que l'électorat américain, en tout cas une partie des gens sondés par CNN, 75% disaient on aimerait mieux avoir un autre candidat que Joe Biden. Donc là, la manière dont ça se place, on voit un peu le portrait se dessiner aux élections à l'automne. Qui va remporter? J'ai l'impression qu'on est plusieurs pas à voter pour Donald Trump, mais à se dire que c'est potentiellement lui qui va rentrer. Fort probablement, étant donné qu'il n'y a pas d'autres candidats forts pour venir remplacer Joe Biden et que sa crédibilité et la confiance qu'on a envers sa capacité de diriger est vraiment réduite maintenant. Oui, absolument. Je veux dire, M. Trump était déjà en avance dans les sondages. Alors après ça, t'ajoutes un débat catastrophique comme celui-là par-dessus. Non, c'est rien pour aider la cause des démocrates, malheureusement. Cybèle Olivier, merci d'avoir fait le tour avec nous. Merci.